Merci beaucoup pour cette mission. Je suis très contente d'être en face de vous ce matin pour vous parler de chacun à sa place en parlant des robots et des hommes. Donc on vient d'avoir des sessions sur apprendre, surtout à apprendre. Et moi je vais vous parler de apprendre, surtout à ne pas désapprendre. Alors première chose, il faut arrêter ces discours diabolisants sur l'intelligence artificielle et la robotique, hein, puisque l'IA, elle est dans notre poche déjà, donc soit il est trop tard d'avoir peur, soit en tout cas on n'est pas conscient. L'IA est dans notre poche sur Siri, sur notre téléphone par exemple. Donc dans cette cacophonie de prise d'opinion sur les machines intelligentes, les machines émotionnelles, les machines qui ont des consciences, on fantasme. Alors ça donne des choses comme courrier des lecteurs, on me demande, mon robot aspirateur traverse le salon. Il s'arrête au milieu de la pièce. Mais que pense-t-il? Donc je dis non, non, il ne pense pas. Alors, ce qui est intéressant quand même avec ces robots aspirateurs, par exemple, qui sont les premiers robots qui arrivent autour de nous, eh bien, ils font ranger les enfants. Il paraît qu'on fait attention à eux. Et quelque part, on range pour qu'ils puissent plus facilement faire leur travail de robot. Bon, ça c'est intéressant, c'est une espèce de manipulation à partir de cette machine. Alors quelle est la part du fantasme, quelle est la part de la réalité quant aux capacités et degrés d'autonomie, d'empathie des robots? C'est un peu le sujet que j'ai voulu aborder dans ce livre Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités qu'on vient de vous présenter. Tout simplement parce que c'est mon sujet de recherche. Donc j'étais dans un laboratoire, je suis toujours dans un laboratoire du CNRS, j'enseigne à l'université Sorbonne ce sujet des sciences affectives, de l'affective computing que je vais vous expliquer, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, affective. Et je me suis dit qu'il y avait besoin de démystifier, de parler de l'état de l'art de ces systèmes, et surtout de nous faire réfléchir collectivement à des règles éthiques, à des garde-fous à mettre si on utilise ces machines un peu partout. Donc l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique permettant donc de créer sur des machines des capacités qui se rapprochent des capacités cognitives de l'humain. Qu'est-ce qu'un robot? Un robot, c'est au moins 3 choses. C'est la faculté de percevoir dans l'environnement, c'est la faculté ensuite de décider d'une action, et puis c'est de réaliser cette action. Alors en plus, le robot, il peut être doué de parole, interagir verbalement avec nous, et il pourrait être doué d'émotions. Donc c'est mon sujet de recherche, travailler sur l'interaction orale avec ces machines. Première chose, l'IA forte, dont on en parle partout. L'IA qui serait consciente. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on sait sur la conscience? Ça serait intéressant quand même de se poser quelques questions sur le niveau déjà d'information de chacun. On ne connaît pas le substrat de la pensée. Nous n'avons pas conscience que certains de nos organes sont autonomes. Nous ne sommes conscients que d'une petite partie de nos perceptions. Hein, on avait ce mythe du cerveau, mon cerveau ne sert pas totalement. Mais si, il sert, je n'êtes juste pas conscient du fait qu'il enregistre, décide. Donc, il est intéressant quand même de se poser cette question, pouvons-nous être rationnels sans émotion? Et je vous encourage à lire les travaux d'Antonio Damasio, un neuroscientifique américain, qui est extrêmement intéressant pour bien comprendre cette différence entre l'intelligence des machines et l'intelligence humaine. Nous avons un corps qui nous permet de réagir, nous permet de sentir. Et aussi cette intention qui est en nous. Henri Atlan parle toujours très bien, d'ailleurs, dans son nouveau livre sur Spinoza, du conatus, de cet appétit de vie qui existe dans les choses et chez les humains, qui fait qu'on a envie d'eux ou qu'on reste dans un équilibre. La machine, elle n'a rien de tout ça. Elle n'est que programmée par des humains. Donc responsables de ce qu'ils font. Donc voilà, il est intéressant de bien comprendre les différences. Ces machines sont dites intelligentes parce qu'elles sont capables d'apprendre. Elles apprennent grâce à des réseaux de neurones, qui est une simulation un peu proche de ce qu'on fait dans notre cerveau pour représenter les formes, c'est-à-dire de façon distribuée. On parle de connectivité, on parle de réseau connexionniste. Moi, en 92, j'ai passé ma thèse sur des systèmes comme ceux-là. Donc tous les fondamentaux, tous les concepts qui permettent de simuler des reconnaissances des formes, reconnaissance de chats, de chiens, de voitures, traduction automatique, etc., existaient déjà. Ce qu'on a fait maintenant, c'est une amélioration de la puissance de calcul, principalement.
de stockage, le nombre incroyable de données que l'on arrive à traiter maintenant. Moi, ça prenait un mois sur un VAX. Maintenant, en quelques minutes, j'ai le même résultat sur mon portable. Mais attention au biais de ces machines. Attention au biais d'apprentissage, au choix des données. On ne fait pas ces systèmes n'importe comment. Il faut apprendre à bien apprendre en respectant un certain nombre de règles éthiques. On veut des machines loyales, transparentes, équitables, qui puissent expliquer un peu leur fonctionnement. Or, ces machines qui travaillent sur des données et qui modélisent à partir d'informations distribuées, la connaissance, c'est quoi? C'est des matrices de chiffres. Impossible de savoir ce que la machine a enregistré et a compris. Donc impossible de dire quelles sont les étapes. Ça, c'est le Graal des chercheurs actuellement, pouvoir mieux expliquer le fonctionnement de ce qu'on appelle l'apprentissage profond et les réseaux de neurones. Le jeu de Go a fait sortir en fait tout le monde de son labo. Tous les médias étaient là. Qu'est-ce qu'on avait? Une machine qui bat des humains, des champions de Go. Ah. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Fan Hui, qui a entraîné cette fameuse machine chez Google DeepMind. Et il a eu surtout la chance de regarder les traces, ce qu'on appelle les logs. Qu'est-ce que la machine fait? Quels sont les niveaux de décision interne? Et ce qu'il m'a dit, c'est que la machine réfléchit, c'est pas le bon terme, trace des solutions à une anticipation beaucoup plus profonde que ce qu'il pouvait faire lui. Alors je lui ai demandé, mais vous, quand vous faites une prédiction, c'est à combien de coups? Et il m'a dit 50 coups. Waouh! Moi, pour avoir joué aux échecs, 50 coups, c'est énorme. Et la machine allait plus loin. Donc elle était capable de prendre plus de possibilités au départ et de déployer un univers des possibles beaucoup plus loin, et donc de trouver des solutions que l'humain n'aurait pas envisagées. Et à partir de là, ayant compris comment la machine avait fait, ce qu'il me disait, il me disait maintenant je suis meilleur. Donc cette complémentarité, cet apprentissage qu'on peut avoir et l'utilisation qu'on peut faire de ces machines est fondamentale. Alors, on a vu aussi taille de Microsoft, ces machines qui apprennent en interaction. Alors au début de la journée, la machine disait qu'elle aimait les humains. À la fin, elle disait « je suis pro-nazi ». Qu'est-ce qui s'était passé? On avait mis une règle de récompense dans cet agent conversationnel pour qu'il puisse apprendre à partir de l'engagement des gens. Et on a pu constater que la machine avait appris toute seule que parler de choses non politiquement correctes, ça engageait les gens à parler. Elle a découvert ça. Donc c'est une créativité laborieuse, la machine. Mais elle est aussi capable de percevoir des choses que nous ne percevons pas. Moi, je fais de l'audio. Par exemple, la machine va entendre des infrasons, des ultrasons que moi, je n'entends pas. Donc, pour ses capacités de calcul, pour ses capacités de perception sur des champs particuliers, il est important de s'allier avec les machines, de mieux les comprendre et de les utiliser. De les utiliser, par exemple, comme assistants de vie, pour être au diapason avec des patients qui souffrent de maladies dégénérescentes, par exemple, pour les enfants autistes. Il y a énormément d'applications extrêmement bénéfiques. Pour l'éducation aussi, c'est certain, c'est important. Maintenant, l'omniprésence de la machine, attention. Attention à la déshumanisation, attention à l'isolement des humains. On a Siri, Google Home qui est arrivé, Alexa, Amazon, 20% des foyers américains l'ont. Au Japon, voilà ce qui se passe en ce moment. Une petite vidéo. Une petite vidéo à propos d'un agent conversationnel omniprésent.
さ、家で誰かが待ってるっていいもんだな。 Voilà, donc le risque, c'est un risque de Tamagotchi pour adultes, hein. On est conscient que ces systèmes, on ne va peut-être pas les accepter demain en Europe. Au Japon, c'est une publicité et ces systèmes sont déjà achetés. Qu'est-ce qui nous entraîne à faire? Nous entraîne à communiquer avec des êtres artificiels qui ne ressentent rien, qui ne comprennent pas vraiment, qui n'ont pas de sentiments pour vous, et puis pourtant qui prennent de la place. Ils prennent de la place en attention, ils prennent de la place en compréhension fausse. Donc attention, par paresse, à ne pas vivre avec des choses comme ça. Attention à ne pas désapprendre. Il est urgent de former sur ces objets qui vont envahir notre quotidien. Par paresse, nos décisions vont être anticipées. Sur Internet, c'est déjà le cas pour beaucoup de choses. Si ma mémoire est devenue sur une annexe, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que, effectivement, je ne vais pas trop désapprendre? Regardez les chauffeurs de taxi à Londres qui utilisaient le GPS. On a pu comparer la zone de l'hippocampe et montrer qu'effectivement, il y avait une zone qui était plus réduite lorsque le chauffeur utilisait tout le temps des GPS, parce qu'il n'y avait pas besoin de mémoriser le nom des rues. Donc gardez en tête que ces machines peuvent nous assister pour notre bien-être, nous permettre de mieux développer notre intelligence. Pour l'éducation, c'est formidable. Mais elles peuvent aussi nous enfermer. Donc c'est toujours cette espèce de grille intérieure là qu'il faut trouver entre les aspects positifs et les aspects négatifs. En tout cas, un aspect très positif, c'est qu'il faut garder le maximum son libre arbitre. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Comment on apprend à utiliser ces machines au mieux? Comment on les gère? Qu'est-ce que sont les fausses nouvelles, hein, ces fake news? Qu'est-ce que c'est que cette fausse empathie, cette fake empathie? Il faut garder une frontière claire, pour moi, entre les machines et les humains, et ça devrait être une règle éthique, ça devrait être une règle en dur. Or, on voit que Google, qu'est-ce qu'il fait? Il nous propose un nouveau assistant à la maison avec une voix humaine, avec une voix indiscernable entre une machine et un humain. Pourquoi cette machine ne se présente pas comme « je suis 007, le Google qui peut vous assister » ? Pourquoi a-t-on besoin d'une voix humaine? Je ne sais pas. Donc il y a des règles dont il faut se préoccuper. Il est temps d'y réfléchir collectivement. Et je vois plusieurs leviers pour cette co-responsabilité de l'avenir qu'on est en train de créer avec ces machines. La déontologie des concepteurs, qui partagent effectivement la responsabilité. Le fait de parler d'empowerment, c'est-à-dire de donner la capacité à tous les utilisateurs de pouvoir mieux comprendre ces machines. Et ça doit être fait à travers les objets qu'on développe. Faire des outils, ce qu'on commence à faire à Data IA et dans d'autres instituts, les chercheurs commencent à faire ça, des outils pour mieux comprendre si ces systèmes sont discriminants, comment sont réparties les données qu'on utilise en apprentissage, est-ce qu'on fait de la bêtise artificielle ou bien est-ce qu'on a contrôlé de façon éthique ce qu'on est en train d'apprendre avec ces machines. Et enfin, des règles juridiques en cas d'abus. Non, n'oublions pas que nos grands savants, Galilée, les grands physiciens, ont créé des choses sans aucune expérience, sans preuve, à contre-courant, sans données. Hein, le dire que tout corps va tomber à la même vitesse dans le vide, quel que soit son poids, c'est contre-intuitif. Donc, cette créativité laborieuse des machines peut nous être utile. Cette mémorisation qu'on peut avoir peut nous être utile. Il faut réfléchir ensemble à cette coévolution humain-machine. Les machines vont chercher à s'adapter à nous. On crée des machines pour ça, et de plus en plus, on va aller dans ce sens. Et nous, on va s'attacher et on va s'adapter à elles. Qu'est-ce que c'est que cet attachement aux objets? Ce sont des objets qui sont faits par l'homme. Il faut comprendre en fait l'intérêt de les avoir, leur fonction, et apprivoiser et ne pas être leurré par le fait que ce serait des simulations d'humains. Il faut arrêter de penser qu'on est en train de faire ce genre de choses avec des robots, donc chacun a sa place. Oui à la diversité, oui à l'esprit collectif pour comprendre mieux les garde-fous à mettre ensemble, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les transports. Et il y a un formidable besoin d'éclairer tout le monde sur ces sujets, que ce soit en politique, que ce soit dans le journalisme et que ce soit partout. Créez des associations, réfléchissez, essayez de travailler ensemble. Les machines peuvent faire que nous aurons plus d'humanité, que nous pourrons être plus solidaires, que nous pourrons plus nous entraider, éviter trop ce clivage entre les gens qui savent dans des univers particuliers et qui ont la chance de comprendre ou d'avoir accès, et tout le monde, que ce soit entre le nord et le sud, que ce soit à l'intérieur de la France, de l'Europe. Je crois qu'il y a un travail énorme pour que tous, nous soyons conscients de la responsabilité que nous avons à travailler et à utiliser ces machines et au bien-être qu'on peut en tirer. Merci.